Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro-Business. Numéro consacré à la certification des produits pour une meilleure protection du consommateur. La certification halal serait-elle plus fiable et comment assurer un meilleur contrôle qualité? Surtout, quelles étapes faut-il mettre en place pour lutter contre la contrebande et la contrefaçon et ainsi sauver la vie du consommateur? Des questions auxquelles répond en seconde partie Jacques Ndébi, administrateur directeur général de AB Certification Afrique subsaharienne. Mais tout d'abord, nous allons prendre ce sujet sur la certification qui permet de valider les compétences spécifiques reconnues par les entreprises et ainsi garantir la qualité des savoir-faire. Les certifications s'imposent comme un atout stratégique. Ça, c'est une définition simple du moteur de recherche Google. Précisément, quel impact revêt la certification dans le quotidien des populations? Élément de réponse dans le sujet que je vous propose. La certification revêt aujourd'hui un caractère de la plus haute importance si l'on s'en tient au dernier développement, notamment en matière de profit et d'aide à la croissance économique. Les tendances sont actuellement favorables aux entreprises situées sur le continent africain, la certification qualité étant en plein essor. Celles-ci ont désormais pris conscience de l'importance d'obtenir des certifications pour se conformer aux standards internationaux et ainsi améliorer leur compétitivité. Le secteur agroalimentaire, par exemple, est celui qui ressent pleinement les effets positifs de la certification, la qualité des produits étant essentielle pour un accès aux marchés internationaux. Ici, la certification qualité assure également que les produits respectent les normes strictes et de qualité. Elle est un prérequis indispensable pour l'exportation des produits vers les marchés exigeants, notamment ceux de l'Europe. Le marché africain reste cependant confronté au défi de l'obtention des certifications, du fait des coûts élevés et de la complexité des procédures. Des défis qui cachent malgré tout des opportunités considérables. Les entreprises certifiées bénéficient souvent d'une amélioration de leur réputation, couplée à une augmentation de la satisfaction client et d'un accès aux marchés internationaux. De plus, elle peut contribuer à l'efficacité opérationnelle et à la réduction des coûts sur le long terme. Des pays comme le Cameroun traînent cependant encore le pas en matière de certification. Environ 9% des PME avaient une certification internationale sur plus de 400 000 entreprises de cette catégorie, recensées au Cameroun selon les chiffres d'une étude réalisée en 2023 par le groupement des entreprises du Cameroun GECAM avec l'appui du Bureau international du travail. Des chiffres jugés très bas si l'on s'en tient aux opportunités dont regorge le pays. Plusieurs dispositifs d'accompagnement comme le renforcement des structures d'incubation et les entreprises de certification voient le jour pour pallier ce problème. À présent, cet entretien accordé à l'équipe d'Afro-Business par Jacques Ndébi et on se retrouve juste derrière. Bonjour Monsieur Ndébi et bienvenue dans Afro-Business. Bonjour, merci de me recevoir dans Afro-Business. Alors nous revenons justement dans cet épisode sur l'importance de la certification et surtout son impact dans la consommation des produits et des services. Et on mettra une emphase sur les produits halal. Mais avant d'y arriver, on va par vous apprendre la différence entre la certification des produits et celle des systèmes. La certification de produits, en fait, on peut dire c'est la recette, c'est la définition d'un produit tout simplement. Je décide de faire un beignet. Oui. J'ai une formule, j'ai respecté ce beignet et après on goûte et je dis c'est certifié. Et celui qui certifie ce beignet, en général, c'est le maître cuisinier. Ah d'accord, oui. C'est tout. C'est ça la certification de produits. Ça veut dire qu'au Cameroun, les organismes de certification comme AB Certification peuvent arriver dans une entreprise et étudier le produit s'il répond aux normes et il vient à être certifié. En fait, maintenant, quand on arrive sur la certification de système dans un restaurant, puisque c'est le restaurant qui fait le beignet, oui. On va d'abord voir ses achats. Où est-ce qu'il a acheté? Ses méthodes de travail, l'utilisation de ses ustensiles, la formation de son personnel, comment est-ce qu'il a fabriqué, il a défini la formulation de ses produits, vers où il va dans les laboratoires, comment il s'assure que tout est propre, qu'il fait un produit, est-ce qu'il n'y a pas des allergènes dedans pour la sécurité des gens. Tout ça, c'est ce qu'il regarde et il va noter des étiquettes dessus. Et c'est sûr que quand on a fait tout ceci, forcément le produit est bon. Forcément le produit est certifié. Puisque l'ensemble a été effectué. Quand par exemple le patron de l'hôtel ou du restaurant recrute des gens, il va les recruter sur la base des compétences, sur la base de ce qu'il y a lieu de faire. De telle sorte que quand on définit, on fait une fabrication aujourd'hui, on va respecter les règles,
on doit s'assurer que demain, si on refait la même fabrication, qu'on soit reproductible. Est-ce que les appareils de mesure sont étalonnés? Est-ce que lorsqu'on va régler la température, est-ce qu'elle est fiable? La balance est-elle fiable ou pas? Mais ça voudrait dire qu'il faudrait forcément des organismes de contrôle pour s'assurer de temps en temps que les normes sont respectées, telles que lors de la première fabrication peut-être. Je vais revenir d'abord sur l'histoire de l'assurance qualité et de la qualité. La qualité, c'est fabriquer un truc très bien et fonctionner. Et on peut le mettre sur la place. Revenons sur la Deuxième Guerre mondiale. Quand on était à la Deuxième Guerre mondiale, il fallait préparer des gens pour fabriquer les armes pour aller défendre la France qui était prise, par exemple. Ah ouais. Donc, si on prend maintenant un opérateur qui fabrique 10 produits, on a besoin de 10 contrôleurs pour vérifier que tout est bien fait. Mais le temps de la formation des contrôleurs est si long que finalement, si on n'a pas trop de contrôle, si on met trop de contrôle, les choses ne vont plus aller très bien. Ah oui. Donc, on permet aux gens de faire ce qu'on appelle l'autocontrôle. Ça fait en sorte que quand tu as fabriqué ton produit, tu le vérifies. Quand tu as su qu'il est bon, tu le fais passer. Donc, vous voyez, le système de contrôle change. Mais pour pouvoir faire l'autocontrôle, il faut avoir écrit, ils appellent les bonnes pratiques. On peut avoir les procédures. Il y a après maintenant des enregistrements qui font que quand tu as fait un produit, tu vas peser, tu prends le résultat, tu coches quelque part. Et il y a une courbe, la carte de contrôle qui fait en sorte qu'à chaque fois, tu vois que tes résultats sont dans la tolérance et tu passes. Donc, ça veut dire que le contrôle est fait par la personne, ce n'est pas par quelqu'un d'autre. Et pour cela, il faut être formé. Oui, justement. C'est là que lorsqu'on prend maintenant le système de management par la qualité, vous formez tout le monde à ça. Vous écrivez les procédures, vous formez tout le personnel et chacun fait sa part de travail. Maintenant, lorsqu'une entreprise est certifiée, par exemple, système, l'organisme de certification fait ce qu'on appelle des audits qui vérifient que tout le fonctionnement, tout se passe très bien. Et l'entreprise qui a mis en place la démarche qualité fait des audits internes. Elle-même s'assure que les choses se passent très bien, que peut-être une fois par mois, on va passer voir tel opérateur, comment il fait ses travaux, on vérifie que tout est fait correctement, on va regarder que les équipements de mesure sont bien étalonnés, que le matériel ne tombe pas en panne. C'est tout ça qu'on regarde. Si tout ça fonctionne correctement, pourquoi voudriez-vous que les produits qui sortent ne soient pas bien faits? Donc, le contrôle, il y a toute une série et plusieurs niveaux de contrôle. Venons-en à la certification halal. C'est quoi le halal et est-ce qu'il y a une différence entre la certification halal et les autres certifications? La certification halal, le halal, c'est tout ce qui est, dans le cas du Coran, c'est tout ce qui est permis, autorisé, parce que dans le cas de halal, c'est que tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un est très, très important pour sa santé. Le premier soin, c'est d'abord le halal. Donc, dans le halal, qu'est-ce qu'on doit d'abord s'assurer? Que toutes les règles d'hygiène, de sécurité, d'information sur l'étiquette sont pas faites. Donc, tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas être halal. C'est-à-dire, votre organisation, déjà, doit être parfaite. Vous travaillez, par exemple, avec quelqu'un qui va faire des fabrications, puisque vous fabriquez des produits, vous vendez un certain nombre de produits. Si votre fournisseur vous livre des produits avec 5 semaines de retard, est-ce que vous allez satisfaire vos produits? Non. Puisqu'il n'est pas en conformité avec le contrat, il n'est plus halal, parce que halal, c'est la lutte contre la tromperie. Donc, j'écris ceci sur le produit. Il ne faudrait pas que ce que les gens consomment soit pas bon. Je peux dire que ce produit il a été fait selon des règles, c'est un type de critères. Très bien. Mais si au frigidaire, il pourrit, en entrant au frigidaire, il était halal, en sortant du frigidaire, il ne l'est plus. Donc, si je voudrais qu'il reste longtemps au frigidaire, je dois démontrer que même si on a coupure d'électricité, il y a le maintien de la température au niveau du frigidaire, de telle sorte que le produit sorte toujours pareil. Vous voyez donc, ça demande de tout regarder. Donc, cette question halal, dans l'entreprise, va plus loin que simplement un certificat de conformité de l'étiquette. D'accord. Donc, il est plus recherché, plus poussé, plus pointu. C'est plus poussé et plus pointu que les autres. Donc, c'est le logo qu'on trouve sur les produits qui démontre que quand on a vu ce logo, c'est passé par tous ces critères-là. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'il y a comme une manipulation sur les produits halal. Je vais prendre un exemple simple. Vous avez un restaurant qui répond à la certification halal et aux normes qui ont été faites, parce qu'on sait, en général, ça concerne les musulmans qui ne consomment peut-être pas la viande de porc. Mais la marmite qui est utilisée prépare à la fois le porc, prépare à la fois le bœuf, le mouton, et les produits parfois viennent à être stockés dans le même frigo avec les produits non consommés ou consommables.
par les musulmans, par exemple. On a l'impression qu'il y a une tromperie sur la marchandise. Oui. Quand on fait maintenant ce type de travail, c'est-à-dire qu'on a des postes qui sont tenus par des musulmans, qui sont formés pour. À partir du moment où un poste est tenu par le musulman, il ne peut pas utiliser la même casserole, ce n'est pas possible. Donc à partir de là, on fait l'analyse des risques, où est-ce qu'on peut se tromper, quels sont les postes où on doit mettre ce genre de choses. Donc si c'est un musulman qui est là, il sait qu'on ne peut pas utiliser ce genre de choses. Si on doit recevoir et stocker la matière, il saura qu'on ne peut pas stocker le porc quelque part à côté de l'autre. Ce n'est pas possible. C'est au-dessus de sa compréhension. Donc, il y a tout un ensemble de qualifications déjà de la personne. Vous voyez, on n'a pas encore touché le produit. On est au niveau de la qualification de la personne qui sait que, de par rapport à sa culture, de par rapport à tout ce qu'il y a su, il ne peut pas accepter, il ne peut pas le tolérer. Je me rappelle une fois, on est dans le cas de préparer l'audit d'une ferme qui veut vendre des poulets halal. Mais l'eau qu'on donne à boire à ce poulet est déjà de l'eau polluée. Donc, vivant, le poulet n'est pas halal. Alors que les gens disent que le halal, c'est immolé. Vous voyez, donc il y a tout ensemble de choses qui se passent comme cela. Quand on va donner, par exemple, la nourriture au poulet... La provende. La provende. Ouais. Est-ce que cette provende, on n'a pas mélangé du porc dedans? Tous les produits cosmétiques qui vont sur la peau, les rouges à lèvres pour les femmes, est-ce que c'est fait à base de viande par rapport à des choses comme ça? Donc, ça montre qu'il y a un état d'esprit différent. Quand vous allez faire l'analyse, vous allez faire les analyses au fond. Très bien, avec les laboratoires, il faut que tout se passe très bien. Oui. Donc, si vous avez un fournisseur qui ne peut pas vous livrer les produits à temps, ce n'est plus halal. Si, par exemple, ce que vous avez mentionné sur l'étiquette est faux, ce n'est pas halal. Donc, c'est la tromperie. Puisque quand le logo halal est mis, il y a des imams qui sont des auditeurs, ils sont très forts là-dessus. Ils sont très, très bons. Oui. Donc, ils vérifient. Une fois qu'ils ont dit « OK », par rapport à notre communauté musulmane, ils arrivent, les autres vont dire « comme il a témoigné, on fait confiance ». Quand on recrute quelqu'un dans sa fiche de poste, on précise bien cela. Quel est le niveau de choses qu'ils doivent savoir? S'il ne l'a pas, on le forme pour qu'il soit halal. Donc, à partir de là, quand quelqu'un dit « je suis halal », souvent, certaines personnes affichent halal, il faut démontrer. Alors, on va prendre deux événements qui concernent directement le consommateur et qui viennent d'avoir lieu. La suspension par le ministre du Commerce de la commercialisation du riz Sana 25% taille, tout comme beaucoup d'autres produits. On a vu de grandes consommations sur les marchés qui ne respectent pas justement la loi sur la consommation et les règles sanitaires d'hygiène. Le problème, est-ce qu'à ce niveau, le problème de la contrefaçon aurait pu être évité? Parce que l'entreprise à qui appartient cette marque s'est dédouanée de toute complicité avec les reproducteurs de ce riz. Si on dit qu'on met en place un produit qui sort d'une entreprise certifiée, il faut maintenant qu'on montre sur le logo que c'est vraiment certifié. Qu'il y a un audit, il y a tout un ensemble de choses, on peut présenter le certificat. Si on veut mettre ce produit sur le marché, on présente le certificat. Sans ce certificat, on ne peut pas mettre sur le marché. Donc, quand on regarde, il y a tout un ensemble de choses qui vont dans ce sens-là. Donc, à partir de là, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de produits qui sont sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont mis des certifications. Quand on prend les certifications sur le produit, je prélève un produit, je vais au laboratoire, il me donne les résultats, je dis c'est certifié. Est-ce que l'entreprise là est certifiée? Non. C'est là le début des problèmes. Donc, si on voudrait que ce genre de choses ne se repasse pas, il faut que les entreprises soient certifiées. Pour être certifiées, sont accompagnées par des personnes. Donc, quelle est la main-d'œuvre qui permet à ces structures de se faire accompagner? Il n'y en a pas beaucoup. D'où la nécessité de faire en sorte que tous les jeunes diplômés qui viennent de sortir là, qui sont au chômage, qui vont se noyer dans les mers, on leur donne la possibilité de faire des accompagnements à des prix défiant toute concurrence. Donc, à partir de là, c'est-à-dire on fait des certifications ISO. Oui. Si on a fait une certification ISO 9000 quelque chose, ces jeunes peuvent suivre. Mais pour pouvoir suivre et pouvoir accompagner, ils sont obligés d'aller sur le site de production. Ça ne se fait pas en ligne. Donc, ça veut dire que quand on vient auditer, on vient certifier, les gens étaient sur le place, ils ont vu. Donc, tout ce qu'on voit là, qu'on a mélangé les produits, franchement, c'est un peu compliqué. Mais souvent, on a l'impression qu'il y a des brigades, notamment la brigade du ministère de la Santé et la Nord. À quoi servent ces institutions si sur le terrain,
on en arrive à avoir des pareils produits qui sont consommés et depuis de longues périodes? La brigade, il y a deux choses qui se passent. Est-ce qu'on fait des actions préventives ou on fait des actions curatives? Là, on est dans la partie curative. Mettons-nous dans la partie préventive. Si on voudrait que ce genre de collab, qui n'est plus brigade, qui perde son temps, aller faire n'importe quoi, c'est de dire que sur l'étiquette que prend le consommateur, il faut éduquer les consommateurs parce que c'est à eux qu'on donne l'étiquette, c'est eux qui prennent. Donc, c'est de démontrer qu'on a peut-être un laboratoire, puisqu'on est dans l'agroalimentaire, un laboratoire d'analyse agroalimentaire qui le fasse. Pour l'instant, les analyses sont faites dans des laboratoires d'analyse médicale. Ah d'accord, ça veut dire qu'on n'a pas des laboratoires agréés ou qui s'occupent uniquement... Déjà, l'analyse médicale n'est pas l'analyse agroalimentaire. Très bien. Donc, on apporte tout dans les laboratoires d'analyse médicale. C'est là qu'on prend des décisions pour pouvoir fonctionner. On a maintenant, depuis quelque temps, on a un laboratoire d'analyse médicale qui avait été créé il y a 7 ans, qui commence à fonctionner correctement, où, par rapport à nos façons de fonctionner, n'a pas permis à ce laboratoire de fonctionner. Donc, il faudrait que, quand on regarde sur le produit, il y ait le logo de ce laboratoire, et pour pouvoir vérifier que c'est passé par là. Vous voulez prendre un produit, regardez ça. C'est pas là, vous laissez. Si vous avez un doute, il y a un QR code qui vous donne les dates limites de consommation des produits. Point. Mais maintenant, dans l'action préventive, c'est d'abord l'éducation de la population sur la consommation. C'est le rôle, c'est beaucoup, et c'est aussi un rôle important pour les organismes, les associations de consommateurs qui éduquent le consommateur pour voir comment ça se passe. Nous, quand nos enfants étaient petits, il fallait regarder les dates limites de consommation. Ouais. On va faire des courses, on lui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je prends un produit sans faire attention, je mets là, l'enfant il prend et regarde, dit papa, c'est bientôt périmé. Il enlève, il va chercher celui qui n'est pas périmé. Donc ça veut dire que ceux qui veulent mettre des produits presque périmés ne les vendront pas, puisque les gens vont faire le choix. Alors, deuxième fait, on a une quinzaine de personnes qui ont été arrêtées du côté du Gabon, notamment du groupe Fokou, sans publicité, pour avoir exposé des produits avariés sur les rayons. L'AGASA, qui est l'organe de contrôle, les a donc suspendus et une quinzaine de personnes a donc été arrêtées. On a l'impression que là-bas, le contrôle est poussé et ne laisse pas la place à la manipulation des produits. Parce que là-bas, ici, on n'a pas cette partie de l'infrastructure nationale qualité. On ne l'a pas créée. Vous voulez qu'il le fasse? Son rôle, c'est la surveillance. C'est son rôle. Prélever des échantillons, aller au laboratoire. S'il y a un problème, il vous frappe. C'est son rôle. Il prélève. Souvent, dans d'autres pays, il y a des laboratoires comme ça, ils vont prélever des échantillons sur les rayons, ils vont au laboratoire, ils analysent et puis ils prennent des décisions. C'est leur rôle. Ça fait partie de l'infrastructure nationale qualité. Mais bon sang, pourquoi on ne l'a pas? Qu'est-ce qui empêche? On parle de l'infrastructure qualité au Cameroun depuis 2012. Oui. Alors, lors de ce contrôle, il y a plusieurs cartons de produits alimentaires dont les dates d'expiration avaient été dépassées, vous en avez parlé tout à l'heure, ainsi qu'un entrepôt spécialisé dans le remballage des produits avariés. Oui. Là encore, c'est une double faute puisque il y a une machine qu'ils utilisaient pour falsifier les dates des produits périmés. Oui. Mais c'est le quotidien au Cameroun. On a, dans les grandes surfaces, on s'est rendu compte qu'il y avait des produits dont la date de péremption était même passée, mais qui restait exposée et vendue aux consommateurs. Oui. Quand on entre dans la partie commerciale, grande surface, tout ce qu'on veut, elle a aussi des règles. Ici, on a la loi sur la sécurité sanitaire des aliments qui pousse, elle tend dans la partie HACCP, qui demande d'organiser l'entreprise. L'entreprise devrait être certifiée, devait être certifiée ISO 22000. Si elle est certifiée ISO 22000, ça veut dire qu'on fait des audits pour voir cela. Ça veut dire que des choses comme ça n'existeraient pas. Tout simplement parce que des auditeurs viennent. Mais comme on ne fait pas d'audit, on sait que j'ai pris le produit, je l'ai envoyé j'ai refait l'étiquette, je l'envoie au laboratoire d'analyse médicale, on va dire que c'est bon. Et puis, c'est où le problème? Mais ici, on a donc affaire à des informations sur l'étiquette. À qui la responsabilité de contrôle à ce niveau et quel est le rôle de la NOR? Le rôle de la NOR, c'est d'écrire les normes camerounaises. Et où les normes internationales les traduisent en camerounaise. C'est ça son rôle. C'est ça. Quand on est dans un pays, on a ce qu'on appelle les piliers de l'infrastructure qualité. On a la normalisation,
on a la métrologie, l'étalonnage, et on a l'évaluation de la conformité, les audits et tout ça. La normalisation, c'est fait par ISO. Le Cameroun est membre de ISO depuis 2009, et c'est la norme qui est. Oui. Voilà. Eux, leur rôle, c'est faire les normes. Pour cette raison, on dit norme ISO. Après, il y a la métrologie. C'est comment s'assurer que nos équipements que nous avons là sont fiables. C'est fait par le Bureau international des poids et mesures qui est en France. C'est lui qui permet d'avoir tous les éléments d'étalonnage. C'est quelque chose qui existe depuis presque 180 ans. Qui nous assure que les appareils, les mesures sont fiables. On prend par exemple une bascule qu'on va utiliser à l'hôpital pour les soins de patients. C'est là-bas que ça doit se passer. Le Cameroun n'est pas rattaché. Maintenant, on va travailler sur l'évaluation de la conformité. Il y a des règles pour les audits, des audits de certification, le fonctionnement des laboratoires. Oui. Tout ça est précisé. C'est IAF, International Accreditation Forum, qui est basé en Australie. Le Cameroun n'y est pas. Mais M. Déby, j'ai quand même rencontré beaucoup de patrons des PME qui déclarent trop cher le coût de la certification. Ça veut dire que la loi est vendue au Cameroun notamment? Quand on parle de certification, si on parle de certification produit, les certifications NC, on a rendu d'application obligatoire tous les textes. Donc les textes doivent d'abord l'acheter. Alors que lorsque c'est un document réglementaire, on ne doit pas l'acheter, on doit le mettre gratuitement à la disposition des gens. Bon, on le vend déjà. Ensuite, maintenant, quand on dit c'est cher, il y a les descentes, il y a des audits qu'on va faire, il y a les analyses qui vont effectuer, et c'est là qu'on peut dire que c'est cher. Mais quand on prend maintenant le système de certification, et si vous faites les produits, tout dépend maintenant du nombre de produits que vous voulez. Et si vous certifiez votre entreprise par rapport à son fonctionnement, comme je disais tout à l'heure, un gars qui est la cuisine et tout ça, s'il fait 150 recettes, est-ce qu'il a besoin de certifier tout ça? Non. C'est pas très cher. Ça veut dire que quand on a mis l'organisation qualité en place, les choses fonctionnent très bien. Même les petites entreprises peuvent le faire, être certifiées ISO 9001. À partir du moment où les jeunes ingénieurs, les jeunes consultants, tous nos bébés qui sortent diplômés là, au lieu d'aller pointer au chômage où il n'y a rien, ils se mettent ensemble, ils créent leur structure et ils accompagnent les petites entreprises. Un petit accompagnement pour une petite entreprise peut revenir à un petit artisan, disons combien? 900 000 francs à payer à 3 ans. Donc ça veut dire que le coût de la certification est aussi adapté aux petites entreprises. Parce qu'on sait que les petites entreprises, c'est plus de 70%. Justement, mais est-ce qu'à ce niveau, ces PME ne pourraient pas se mettre peut-être en association? On sait que le tissu camerounais est en majorité construit par les PME. Est-ce que si elles venaient à se mettre en association, ça résorberait le problème de coûts élevés? Chaque PME a sa direction, ses stratégies. Elle ne va pas venir avec les autres, mettre tous ses secrets de fabrication. D'accord. Donc, dans l'organisation qualité d'une entreprise, on a souvent le directeur général, on a ce qu'on appelle le responsable qualité, et c'est lui qui met la démarche. Mais tout le monde sait qu'un responsable qualité, c'est un ingénieur Bac plus 5. Oui. C'est ce qu'on a mis dans le cerveau des gens. Mais toutes ces petites entreprises ont déjà des responsables qualité, et ce sont ces responsables qualité qui font en sorte qu'on ne recrute pas nos ingénieurs. Mais qui sont ces responsables qualité? C'est ni plus ni moins que l'assistant de direction. Donc, s'ils sont ensemble, qu'est-ce qui leur empêche d'avoir comme client 30, 40 artisans qu'ils facturent peut-être 15 000 francs par mois? Vous ne voyez pas qu'il a le chiffre d'affaires qui leur permet de vivre décemment? Quelles étapes est-ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre la contrebande et la consommation et peut-être sauver la vie du consommateur, au Cameroun notamment? Faisons en sorte que toutes les entreprises soient certifiées ISO 9000. Puisque quand on va là-dessus, en démarrant, il travaille avec les ingénieurs. L'ingénieur va sur le terrain. Comme il est sur le terrain, il voit, il y a des choses qu'il ne peut pas faire passer, comme je disais tout à l'heure, concernant le personnel halal. Il ne peut pas le faire. Et ensuite, maintenant, quand ça passe par là, on sait qu'il y a un laboratoire qui définit les résultats d'analyse. Le certificat est valable 3 ans, avec un QR code. Donc, à partir de là, une fois qu'on a ces éléments, tout le monde va sensibiliser les gens sur l'étiquette. Ah oui. Après, maintenant, le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est pour les produits importés. Ailleurs, comment ça se passait? C'est que les produits importés, ils arrivent. Oui, mais beaucoup se fient également aux produits importés. Ils préfèrent justement aller dans les grandes surfaces, ne sachant pas que même ces produits importés rencontrent souvent le problème de date dépassée. Donc, ça veut dire que quand le produit est importé, il reste d'abord dans la zone prison.
il y a des analyses qui partent. Comme on a dit, il faut connaître par exemple le logo de l'organisme d'analyse local. Il prélève des échantillons. C'est lui qui donne le feu vert. Une fois qu'il a donné le feu vert, ce qui se passait souvent ailleurs, c'est qu'on prend certaines étiquettes maintenant qu'on colle sur les produits et c'est ça qu'on doit retrouver sur le marché. Merci beaucoup, Jacques Ndébi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'administrateur directeur général de AB Certification Afrique subsaharienne. Merci beaucoup de m'avoir invité parce que c'est des sujets qui sont très importants, que l'imposant sur notre santé, sur notre sécurité. Si on ne prend pas ça au sérieux, on ne sait pas combien nous serons encore vivants d'ici quelques temps. Une interview qui met également un terme à ce numéro d'Afro-Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes sur Tâche Média et à très vite.